J'ai pas l'oreille musicale, je crois. La petite maison dans la prairie. Alors je sais que cette série est vraiment vieille. Il n'y a pas d'autre mot, elle est vieille. Mais alors personnellement, j'ai beau être une 2003, oui une 2003, La petite maison dans la prairie, c'est une affaire de famille. Mais vraiment, je me rappelle le midi, après l'école, enfin pour manger le midi, je rentrais chez moi. J'étais avec ma soeur, ma mère et mon père et on regardait la télé sur M6, il me semble bien. Puis après sur Sister, il y avait La petite maison dans la prairie. Et on regardait ça en mangeant. Et vraiment, je saurais pas décrire, mais pour moi, La petite maison dans la prairie, c'est vraiment une des séries de mon enfance. Même encore aujourd'hui, vraiment sur... je crois qu'il n'y a pas plus tard que l'année dernière ou il y a 2 ans, La petite maison dans la prairie, ça passait encore à la télé. Et vraiment, quand j'allais dans mon salon et que mes parents regardaient la télé, ils regardaient ça. Et je me posais dans le canapé et je regardais avec eux. Et alors pour ceux du coup qui ont également connu et regardé cette série, vous savez tous, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, que cette série vient des romans de Laura Ingalls Wilder, qui a donc vraiment existé et c'est donc une histoire vraie. Et pour ceux qui le savaient déjà, on s'est tous posé la question de qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui a été inventé pour la série. Je me suis donc renseignée, j'ai fait quelques recherches, j'ai appris énormément de choses, des choses que pourtant je pensais que ça s'était vraiment produit mais pas du tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler. Donc, on va parler brièvement de la série la plus connue, mais également des autres adaptations qu'il y a eu. La petite maison dans la prairie, ou en anglais, mais prononcé avec un accent français, Little House on the Prairie, toujours à la française, est une série de 205 épisodes découpés en 9 saisons, créée par Michael London, qui était également l'interprète de Charles Ingalls, d'après le roman de Laura Ingalls Wilder, qui a été diffusé entre le 30 mars 1974 et le 21 mars 1983 sur le réseau NBC. Et il y a également eu un téléfilm en 2 parties, sorti en 2000 et en 2002, nommé La véritable histoire de Laura Ingalls par Marcus Cole. Puis en 2005, une mini-série nommée La petite maison dans la prairie par David Cunningham. Je massacre son nom actuellement. Voilà, c'est marqué ici, normalement. Maintenant, parlons brièvement des livres. Le premier est sorti en 1932 et apparemment le titre original était La petite maison dans les grands bois. Et oui, je suis sûre que vous avez pensé, bah oui, La petite maison dans la prairie, c'est logique. Mais non, apparemment, c'était La petite maison dans les grands bois. Puis ensuite, il y en a eu 7 autres entre 1933 et 1943. Puis il y en a eu 3 autres, les 3 derniers qui, eux, n'ont pas été publiés en français, n'ont pas été traduits en français. En 1962, 1971 et 1974, publiés par la fille de Laura Ingalls Wilder, Rose Wilder, après son décès. Puis récemment, en 2014, a été publié le manuscrit original. Car oui, la série a été romancée, mais les livres également n'étaient pas 100% vrais. Ce livre, ou plutôt ce manuscrit, s'appelait, avec mon accent anglais, vous connaissez, Pioneer Girl, Ouais, vas-y, c'est marqué là. Franchement, vous savez que je fais des efforts avec mon accent, mais là, je ne peux rien faire, qui également n'a pas été traduit en français. Parlons donc brièvement. Brièvement, vous me connaissez, votre brièvement et mon brièvement ne sont pas le même brièvement, du manuscrit enfin publié. C'est en 1930, dans une petite ferme du Missouri, que Laura Ingalls Wilder, avec l'aide de sa fille et de son époux Almanzo Wilder, décide de raconter sa jeunesse. Né ainsi le manuscrit Pioneer Girl, je ne sais pas. Mais le roman, jugé trop sec et sombre, est refusé par plusieurs maisons d'édition. Donc par la suite, le manuscrit est romancé et les événements inappropriés sont retirés par Laura elle-même. Mais en 2014, donc actuellement il y a 6 ans, le roman original a été enfin publié. Alors moi personnellement je n'ai pas lu les livres, j'ai regardé la série un bon million de fois mais je n'ai lu aucun livre. Mais passons sur le fait que Nellie Olson n'a jamais existé. Yes! Certaines choses ont été apaisées, on va dire, dans le roman. Bien que Charles et Caroline étaient tous deux réellement de vrais parents aimants et dévoués, le manque financier présent dans la série était bien pire dans la réalité. Au point qu'un voisin aisé leur aurait proposé d'adopter Laura quand elle n'avait que 10 ans contre de l'argent. Et Charles et Caroline auraient réellement pensé à peut-être accepter cette proposition. Il y a également l'épisode impensable quand on voit la série, où la famille Ingalls déménage en pleine nuit parce qu'ils ne sont pas capables de payer le loyer. Après, Charles et Caroline ont bel et bien eu 4 filles, Marie, Laura, Carrie et Grace, et également un fils, Charles Frederick Ingalls, qui est mort au bout de quelques mois, comme dans la série, mais ils n'ont jamais adopté aucun enfant. Donc il n'y a pas eu de James ou de Cassandra Cooper, mais il n'y a surtout jamais eu d'Albert Ingalls. Et pourtant c'est mon perso préféré dans la série. Oui, pour moi cette série est importante au point que j'ai mes persos préférés. Donc aujourd'hui évidemment la publication du manuscrit original rend le tout plus réaliste.
Dans la série, on peut également voir que la famille Ingalls sont très compréhensifs à l'égard des Amérindiens, car l'histoire se passe quand les pionniers arrivent et prennent leurs terres. Mais dans la réalité, il se pourrait que les Ingalls n'étaient pas aussi gentils, on va dire, et surtout compréhensifs que dans la série. Et ça, on en reparlera 5 minutes après. 5 minutes, pourquoi 5 minutes? On en reparle dans quelques secondes en fait. Laura Ingalls Wilder est donc un très grand nom de la littérature. Et pourtant, plus aucun prix littéraire ne portera son nom. L'American Library Association vient de se prononcer en faveur du retrait du nom de Laura Ingalls Wilder d'un prix littéraire pour enfants. Pourquoi? Eh bien parce que les membres du conseil ont jugé que les livres contenaient énormément de propos racistes envers les Afro-Américains, les Amérindiens et les Amérindiennes. Dans le premier chapitre du livre La petite maison dans la prairie, 1935, Laura écrit qu'elle, je cite, « désire vivre où les animaux sauvages vivent sans peur, où le sol est plat, où il n'y a pas d'arbres et où il n'y a pas d'autres humains, mais seulement des Amérindiens. » Les lecteurs et lectrices des 9 tomes se disent indignés du fait que personne à Harper, la maison d'édition, n'ait jamais remarqué que cette phrase puisse sous-entendre que les Amérindiens et Amérindiennes ne seraient pas de véritables êtres humains. Le Washington Post explique même que le personnage de Caroline Ingalls, la mère de Laura, n'a jamais caché sa haine envers les Amérindiens. Et d'ailleurs, à certains moments du livre, Charles Ingalls, le père de famille, s'adonne au blackface, le fait de se grimer le visage en noir pour divertir les autres. Pratique courante à l'époque mais évidemment impensable aujourd'hui. La décision prise par l'American Association Library de radier le nom de Laura Ingalls Wilder fait partie d'un nouveau courant qui souhaite purger le paysage culturel américain des personnages ayant possédé des esclaves et ou défendant une vision raciste et ou s'adonnant à des pratiques racistes. Le jour de Christophe Colomb, qui commémore la date d'arrivée du navigateur dans le Nouveau Monde, est devenu le jour de la résistance indigène dans certains États d'Amérique. Et tout ça va également dans le courant actuel de démolir des statues honorant des personnes comme Christophe Colomb, ou rajoutant des messages au début de certaines œuvres, comme Autant en emporte le vent, précisant que certains propos datent et ne sont absolument plus d'actualité. Le Laura Ingalls Wilder Medal, je ne sais même pas le prononcer, qui récompensait les auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices qui ont contribué durablement et de manière importante à la littérature pour enfants, est donc remplacé par le Children Literature Legacy Award, en français, prix d'héritage pour la littérature jeunesse. Et maintenant pour citer Caroline Fraser, qui a rédigé une biographie sur Laura Ingalls Wilder qui lui a permis de remporter le prix Pulitzer de 2018, ça ne veut pas dire que les enfants ne devraient pas lire ses livres. Chaque génération revisite le canon littéraire. La solution au racisme n'est pas simplement de faire disparaître certains livres des étagères. Cependant, aucun Américain blanc ne devrait oublier le passif raconté par ces livres. Voilà, alors là du coup j'ai parlé en grande ligne des livres, de la série, de la vraie Laura et même de la vraie famille Ingalls et également des problèmes qu'engendrent les livres aujourd'hui on va dire. Mais je voudrais parler quand même un peu plus en détail de la vie de la famille Ingalls. Et pour ça je vais donc résumer les événements on va dire importants de leur vie, mais également les dates et les lieux pour que vous vous mettiez plus dedans on va dire. Alors c'est parti. Et je dirais que tout commence le 10 janvier 1836 à Cuba dans l'état de New York, où vient au monde Charles Ingalls, troisième de 9 enfants, de Lansford et Laura Ingalls. Oui, Laura Ingalls, mais c'est pas la Laura Ingalls qui a écrit les livres, non, c'est sa grand-mère du coup qui s'appelait également Laura. Charles a eu énormément de métiers différents. Il a été fermier, menuisier, agriculteur, boucher, charpentier. Il a même été pendant un court temps policier local. Puis, 3 ans plus tard, le 12 décembre 1939, vient au monde à Brookfield Caroline Queener. Fille de Henry Queener et Charlotte Queener, son père mourut quand elle n'avait que 5 ans et sa mère se remaria avec Frédéric Holbrook. Elle a au cours de sa vie été fermière et maîtresse d'école. Plusieurs années plus tard, le 13 février 1957, à Malone, également dans l'état de New York, vient au monde Almanzo Wilder, qui est quand même important donc j'en parle maintenant. Il est le 5e des 6 enfants des agriculteurs James et Angeline Wilder et évidemment le futur mari de Laura Ingalls, mais qui n'est pas encore venu au monde à ce moment-là. Laura écrira donc évidemment plus tard un livre intitulé Un enfant de la terre, consacré à l'enfance de son mari Almanzo quand il avait 8 ans en 1866. Almanzo a été décrite par elle comme un homme travailleur, courageux, qui aime les chevaux et l'agriculture. Il était aussi un charpentier et menuisier accompli. 3 ans plus tard, le 1er février 1860, mariage de Caroline Queener Ingalls et de Charles Ingalls. Et 5 ans après ce mariage, le 10 janvier 1865, vient au monde Marie Amelia Ingalls à Pépin dans le Wisconsin, et elle est la première des 5 enfants. Elle tomba gravement malade à 14 ans de la scarlatine ainsi que sa mère
et sa future petite sœur Carrie, mais ce qui la rendit aveugle fut la méningo-encéphalite. Ça a été dur à dire, hein, beaucoup de prises. Et non la scarlatine comme on le pensait à l'époque et comme c'est dit dans la série. Elle passa donc toute sa vie avec ses parents, excepté les 8 années qu'elle passera dans une école pour aveugles, à De Smet. Enfin, De Smet c'est la ville où elle vivra avec ses parents, pas celle où il y avait l'école pour aveugles, où elle restera jusqu'à leur mort. Puis ensuite, elle vivra avec ses sœurs Grace et Carrie. Elle n'a donc jamais été mariée avec Ardor Kendall, qui n'a d'ailleurs jamais existé. Elle n'a donc jamais enseigné non plus et n'est jamais devenue mère. Puis 2 ans plus tard, le 7 février 1867, vient au monde Laura Elizabeth Ingalls, également à Pépin dans le Wisconsin. Elle est donc la deuxième des 5 enfants, et bien qu'intelligente et brillante, son éducation fut compliquée à cause de tous les déménagements de sa famille à travers le Midwest, qui d'ailleurs se trouvait souvent dans des endroits isolés où il n'y avait pas encore d'école. Laura commença alors à travailler comme couturière pour aider financièrement ses parents, et par la suite, Laura fréquentera plus régulièrement des écoles, où elle aimait particulièrement l'anglais, l'histoire et la poésie. Elle deviendra institutrice à l'âge de 16 ans et fut engagée dans la Bookie School, dans une école quoi. En 1868, les Ingalls quittèrent Pépin dans le Wisconsin, ça fait 3 fois que je le répète qu'ils habitaient à Pépin dans le Wisconsin, pour s'installer dans le comté de Charington dans le Missouri. 1 an plus tard, en 1869, ils déménagèrent à nouveau à Independence, on va dire à la française, dans le Kansas, où Laura apprit à écrire. Le 3 août 1870, Caroline, a.k.a. Carrie Ingalls, vient au monde à Independence. En attendant, toujours en 1870, mais plus loin, les Wilder quittent la ville de Malone alors qu'Almanzo n'a que 13 ans en raison des mauvaises récoltes, et s'installent à Spring Valley dans le Minnesota. En 1871, 2 ans après que les Ingalls se soient installés dans le Kansas, ils déménagèrent à nouveau pour retourner à nouveau à Pépin dans le Wisconsin. Je ne sais plus ça fait combien de fois que je le répète, où Laura et Marie furent inscrites à la Barry Corner School. Je l'ai plutôt bien dit je crois. 3 ans plus tard, en 1874, ils déménagèrent et quittèrent enfin le Wisconsin. En même temps j'aime bien Wisconsin, je trouve que c'est un mot rigolo, j'aime bien le dire. Mais cette fois ils partirent également dans le Minnesota comme la famille Wilders, mais pour vivre dans le très célèbre Walnut Grove. Ils habitèrent d'abord dans une maison creusée dans la berge d'un ruisseau, jusqu'à ce qu'ils finirent de construire leur maison. La fameuse petite maison dans la prairie. Et le 1er novembre 1875 vient au monde Charles Frederick Ingalls. Il est donc le 4e enfant de la famille, mais à l'âge de 9 mois, il commença à perdre du poids, et malgré les efforts des médecins, il succomba à l'âge de 10 mois. 1 an après leur emménagement à Walnut Grove, en 1876, ils déménagèrent à Burr-Oak, désolé si je le prononce pas bien, dans l'Iowa, où Charles travaillera dans un hôtel puis dans un moulin. D'ailleurs, cet événement est également dans la série, quand au début de la saison 5, la famille part pour la grande ville, même si c'était pas dans l'Iowa, si je me rappelle bien. Cela dit, contrairement à la série où il n'y reste que 6 ou 7 épisodes, avant de revenir à Walnut Grove, dans la réalité, les Ingalls ne remettront plus jamais les pieds à Walnut Grove, ils n'y auront vécu qu'une seule année. Et Almanzo n'aura donc jamais mis les pieds à Walnut Grove en vérité. D'ailleurs, en parlant d'Almanzo, la même année, en 1876, alors qu'il n'a que 19 ans, lui, son frère Royal et leur sœur Eliza Jane, qui ont donc tous réellement existé, déménagent vers le Dakota du Sud et prennent des concessions près de ce qui allait devenir la ville de De Smet. 27 août 1876, mort de Charles Ingalls Jr. à 10 mois dans l'Iowa. Mais quelques mois plus tard, le 23 mai 1877, vient au monde Grace Ingalls, toujours dans l'Iowa, et elle est la 5e et dernière enfant de Charles et Caroline. Elle deviendra plus tard institutrice et prendra soin de sa sœur Marie avec Carrie une fois que leurs parents seront décédés. Puis, dans la même année, 1877, toute la famille Ingalls déménage dans le Dakota du Sud, à De Smet, là où donc Laura Ingalls et Almanzo Wilder se rencontreront. Puis c'est à la suite de ça que Marie deviendra aveugle et entre 1881 et 1889 rentrera dans une école pour aveugles à Vinton, dans l'Iowa. 25 août 1885. Après 3 ans de fiançailles, Laura épouse le frère de son ancienne institutrice, Eliza Jane. Oui, donc cette partie-là de l'histoire est vraie et Eliza Jane a vraiment été institutrice, tout ça, et a vécu entre 1850 et 1930. Et Laura et Almanzo furent mariés à De Smet par le révérend Edward Brown, puis s'installèrent tous deux comme agriculteurs sur la concession d'Almanzo. Dès que Laura était mariée, évidemment, elle a arrêté son métier d'institutrice, car à cette époque, les femmes mariées n'avaient pas le droit de travailler. Ah non, pardon, non, ce n'est pas qu'elles n'étaient pas autorisées à travailler, mais elles n'étaient pas autorisées à enseigner les femmes mariées.
En attendant 1 an et quelques mois après leur mariage le 5 décembre 1886, naissance de Rose Wilder, qui deviendra plus tard une écrivaine et philosophe politique réputée. Printemps 1888. Au cours de leur première année de mariage, les Wilder ont été victimes de très mauvaises conditions climatiques qui ont vraiment nui à leur récolte. Et en plus de ça, les Wilder ont été touchés par des maladies et des dettes importantes. Almanzo et Laura sont tous deux touchés par la diphtérie, si je le prononce bien. Bien qu'ils aient heureusement survécu tous les deux, Almanzo aura besoin d'une canne pour marcher pendant toute sa vie, suite à une complication assez rare de cette maladie. Et tout cela contribua à la spirale descente aux enfers des Wilders dans la dette et la pauvreté. Pour continuer dans les malheurs, août 1889, naissance du deuxième enfant de Laura et Almanzo, un petit garçon qui n'aura jamais de nom, car il est mort juste quelques jours après sa naissance, ses parents n'auront même pas le temps de le baptiser. Ce décès est d'ailleurs rapproché à celui du frère de Laura, Charles Frédéric, mort le 27 août 1876 à l'âge de 10 mois. D'ailleurs, la fille unique de Laura et Almanzo, Rose, a également perdu un fils en 1909 ou 1910. Je n'ai pas réussi à trouver l'information exacte, ça varie selon les recherches que j'ai faites, en raison d'une possible mort-née ou d'un décès précoce. Certains se demandent donc si une maladie génétique infectant les enfants de sexe masculin n'aurait pas atteint les Ingalls. Toujours dans ce même mois d'août 1889, Laura et Almanzo perdirent leur maison dans un incendie et leur culture à cause de la sécheresse. Atteints par la maladie et par conséquence incapables de gagner leur vie, les Wilder resteront une année chez les parents d'Almanzo à Spring Valley, dans le Minnesota où ils purent se reposer un peu. En 1891, ils s'installèrent brièvement à Westville dans le comté de Holmes, aujourd'hui la Floride, où vivaient des cousins de Laura. Le climat de Floride devait améliorer la santé d'Almanzo, ce qui était apparemment plutôt vrai, mais Laura, qui avait l'habitude de vivre dans des plaines sèches, ne supportait pas la chaleur et l'humidité méridionale et ne supportait même pas les coutures locales. Les coutumes locales, pardon. Les coutures vraiment. La manière de coudre en Floride, franchement, je supporte pas. Je supporte pas ces coutures. C'est affreux. Non, je supporte pas. Donc ensuite, entre 1892 et 1894, Laura et Almanzo retournèrent donc à De Smet, à proximité de la famille de Laura, où ils louèrent une petite maison. À cette époque, Laura a travaillé comme couturière dans une boutique, et Almanzo a trouvé du travail comme charpentier. Ils menaient une vie d'une extrême frugalité. Frugalité, hein. J'utilise des mots, même moi je suis pas sûre de les comprendre. Mais je suis sûre à 80% d'avoir la bonne définition. Et ils mettaient soigneusement de l'argent de côté. Donc, le 31 août 1894, ils se fixèrent définitivement à Mansfield, dans le Missouri. Ils y achetèrent 40 acres de collines et de terrains rocheux, où ils construirent une ferme et une maison, qu'ils appelaient d'ailleurs le Rocky Ridge Farm. Ouais, on fait plus d'efforts. Où Laura et Almanzo finirent leur existence en cultivant de la volaille, des produits laitiers et des fruits. Maintenant, voilà quelques dates au sujet du reste de la famille Ingalls. Le 16 octobre 1901, mariage de Grace Ingalls avec Nathan William Doe. 8 juin 1902. Cette fois une date moins heureuse qu'un mariage, car c'est la mort de Charles Ingalls à 66 ans à De Smet, après avoir survécu à une première crise cardiaque. La deuxième lui fut fatale. 1909 ou 1910, comme je l'ai dit tout à l'heure, mort du fils et seul enfant de Rose Wilder. 1er août 1912, une date un petit peu plus joyeuse, cette fois le mariage de Carrie Ingalls avec David Swansea, je crois, Swansea on va dire. Ensuite, entre les années 1920 et 1930, pour reparler un peu des Wilders, des fois je dis Wilder et des fois je dis Wilders, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Rose a vécu sur la ferme de ses parents pendant de longues périodes. Elle y fit installer l'électricité et fit même construire une maison en pierre de style anglais pour ses parents. C'est également durant cette période, oui je me recule énormément, qu'Almanzo apprit à conduire une automobile, une voiture quoi. Ce qui, évidemment, a grandement amélioré l'autonomie des Wilder. Maintenant, à nouveau deux dates assez sombres. Voiture. Et c'est vachement sombre, hein. Ça a sombré beaucoup là quand même. Heureusement, c'est presque terminé. Donc 20 avril 1924, décès de Caroline Ingalls, à 84 ans à De Smet. Puis 4 ans et quelques mois plus tard, le 20 octobre 1928, décès de Mary Ingalls, également à De Smet, à seulement 63 ans. 63 ans, c'est pas très jeune évidemment, hein, mais c'est pas très vieux non plus. Même pour l'époque, je crois. Puis nous voilà arrivés en 1930, où Rose encouragea Laura à écrire ses mémoires. Elle rédigea ainsi son autobiographie appelée Pioneer Girl, mais elle ne trouva pas d'éditeur étant donné que, comme je l'ai expliqué au tout début de la vidéo, le récit était trop dur. Elle le réécrivit donc en partie et le publia, cette fois sous le nom de La Petite Maison dans les Grands Bois.
Et le livre rencontra un succès immédiat, ce qui encouragea donc Laura à écrire la suite de ses aventures et de celles de sa famille. Et maintenant les dernières dates. En 1937, Rose Wilder s'installa définitivement dans le Connecticut. 10 novembre 1941, Grace Ingalls Dow décéda à Manchester à 64 ans, ce qui n'est également pas très vieux, pas plus que 63 ans. Puis c'est 5 ans plus tard, le 2 juin 1946, que Carrie Ingalls Swansea décéda à 76 ans. Puis c'est 3 ans plus tard, le 23 octobre 1949, que Almanzo Wilder décéda à Mansfield à 92 ans suite à 2 attaques cardiaques. Et le 10 février 1957, Laura Ingalls Wilder s'éteint pendant son sommeil chez elle à 90 ans et 3 jours suite à une hémorragie interne. Et enfin la dernière date, 1968, Rose mourut subitement à la veille de partir en voyage à 82 ans. Alors voilà, alors cette vidéo touche à sa fin et heureusement parce qu'il commence à faire bien sombre je crois. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses parce que moi-même personnellement en l'écrivant j'étais assez choquée. Voilà, je ne pensais pas que Laura Ingalls avait vécu jusqu'en 1957. C'est peut-être moi qui suis ignorante après, mais moi je pensais que c'était vraiment uniquement le 19e siècle. Les événements, voilà, Laura Ingalls Wilder a également connu les 2 guerres mondiales. Enfin, c'est des choses, bon, je suis peut-être la seule évidemment dans ce cas-là. Mais des choses comme ça où je ne pensais pas que c'était des événements qui s'étaient rencontrés. Également du coup des événements présents dans la série comme Albert Ingalls, où je pensais qu'il avait véritablement existé, au moins lui. Le fait que la famille Ingalls n'ait vécu qu'une seule et unique année à Walnut Grove et que Almanzo n'y a jamais mis les pieds. Voilà, c'est des petits détails comme ça où, en me renseignant par curiosité, j'ai vu qu'il y avait autant de changements et je me suis dit pourquoi pas ne pas en faire une vidéo. Pour ceux qui ignoraient toute cette vérité, on peut le dire comme ça, toute cette vérité. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. J'ai essayé de faire de mon mieux pour rendre cette vidéo intéressante. Et alors, vous pouvez aller voir dans la description, il y a un Google Doc que j'ai mis car pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai supprimé énormément d'éléments qui me paraissaient intéressants mais qui étaient quand même moins intéressants que je viens de présenter, mais qui peuvent quand même intéresser certains d'entre vous. Mais voilà, je les ai supprimés pour éviter que la vidéo soit trop longue étant donné que j'ai vraiment un problème. Je n'arrive pas à faire des vidéos courtes. Je ne sais pas comment font les autres youtubeurs, mais moi je n'y arrive pas à faire des vidéos courtes. Ou certains détails que j'ai retirés, comme la maladie de Laura Almanzo, qui aura laissé de grâces séquelles à Almanzo, je ne l'ai pas vraiment détaillé, mais beaucoup plus dans le Google Doc dans la description. Donc vraiment, si vous êtes un minimum intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Donc comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Pourquoi je claque tout le temps des mains, je n'en sais rien. Allez, boujou!